Bonjour à tous et merci de votre présence pour cette nouvelle session consacrée aux métropoles, moteurs de croissance. J'invite nos panélistes à me rejoindre. Monsieur Jean-Louis Missika, qui est adjoint à la mairie de Paris, chargé de l'urbanisme, de l'architecture, du développement économique et de l'attractivité, chargé également du projet, un projet très important, il s'agit du Grand Paris. Et j'invite également monsieur Max Roche, directeur général adjoint du groupe Eiffage. Messieurs, merci de votre participation à ce panel sur les métropoles. En guise d'introduction brève, je voudrais faire ce rappel, rappeler que la moitié de la population mondiale vit dans les villes et qu'en 2050, cette proportion devrait atteindre 70%. C'est dire si réfléchir au mieux vivre ensemble dans un cadre urbain et performant et innovant est essentiel. Messieurs, merci de votre présence. Merci tout particulièrement à vous, Monsieur Roche, de nous avoir accompagnés dans des circonstances douloureuses pour le groupe Eiffage. Et je souhaite, au nom des équipes du Forum économique de la francophonie, dédier cette session spéciale sur les métropoles, donc la dédiée à monsieur Pierre Berger, qui nous a quittés brusquement la semaine passée. D'ailleurs, monsieur Roche, si vous souhaitez lui rendre hommage, peut-être quelques mots sur l'action de monsieur Pierre Berger à la tête du groupe Eiffage. Volontiers. Donc Pierre nous avait rejoint au groupe en 2011. Il en a été immédiatement directeur général. Il a contribué de manière déterminante à faire évoluer le groupe, notamment vers une ouverture à l'exportation, et en profitant de nos implantations historiques en Afrique, particulièrement au Sénégal, pour donc faire que le groupe Eiffage, qui était plutôt, quand on a pris la direction, plutôt franco-français, disons plutôt pro-européen, donc d'être déjà maintenant un groupe qui a déjà des positions internationales importantes. Et donc, à ce titre, je tiens, dans cette assemblée donc, de la francophonie, à lui rendre un hommage. J'étais son principal collaborateur, j'étais très proche de lui, et donc je suis bien sûr très, très affecté par cet événement. Merci, monsieur Roche. Merci beaucoup. Monsieur Missika, vous l'aviez connu, monsieur Oui, Berger. je l'ai croisé à plusieurs reprises dans mes fonctions d'adjoint à l'urbanisme. Je suis au contact des présidents de groupes qui sont bien sûr des bâtisseurs. Et je dois dire que, d'abord, chacun le sait, Pierre Berger a redressé ce groupe de façon tout à fait exceptionnelle, et il lui a insufflé un dynamisme, et moi j'étais particulièrement sensible à sa volonté de modernisation, son attention à l'économie d'innovation. Je pense que vraiment nous avons perdu un très très grand chef d'entreprise. Et je sais également que M. Berger a apporté une attention toute particulière à ce projet, le Grand Paris, qui vise à transformer l'agglomération parisienne en une grande métropole mondiale, européenne. On va bien sûr évoquer largement ce projet avec vous, messieurs. Mais d'abord une question spécifique qui concerne vraiment la francophonie pour le coup, M. Missika. Est-ce que les métropoles francophones se distinguent des métropoles mondiales? Quelles sont ces caractéristiques? Vous savez, la langue a une dimension pas seulement vernaculaire, mais également culturelle. On vient de le voir avec l'intervention du romancier que nous venons d'entendre. Je pense que la métropole francophone, d'abord, il faut parler du réseau des métropoles francophones. Je pense que ce qui est important, c'est la mise en relation entre les métropoles. C'est le fait que ces métropoles dialoguent entre elles et des projets communs bâtissent des projets. Il est clair qu'aujourd'hui, la coopération entre Paris et les grandes métropoles francophones d'Afrique est fondamentale dans le domaine du développement économique comme dans le domaine de l'économie d'innovation. Et la deuxième remarque, c'est qu'il y a, je dirais, une certaine façon, en fin de compte, d'être une métropole que l'on retrouve, même si jamais c'est très très différent, d'une ville francophone à l'autre.
Et de ce point de vue-là, oui, il y a des identités différentes. Chaque métropole a son identité, chaque mégapole a son identité. Il faut savoir aussi que le destin de certaines mégapoles, c'est d'être multilingue. Et donc, c'est cette capacité à accueillir l'autre, à faire en sorte que le multiculturalisme, le multilinguisme puisse fonctionner correctement dans les grandes métropoles, qu'elles soient africaines ou qu'elles soient françaises. C'est ça, à mon avis, le point clé. Et bien évidemment, les villes-mondes sont toutes des villes ouvertes. Je dirais que le degré d'ouverture des métropoles francophones est peut-être quelque chose de fondamental. Même question, Monsieur Roche. Qu'est-ce qui distingue les métropoles francophones des autres métropoles mondiales? Bien, moi, je parlerai en technicien et en ingénieur, en constructeur. Et je dirais qu'aujourd'hui, et dans le domaine qui nous intéresse aujourd'hui sur les technologies numériques, nous promouvons, nous la France, un modèle de ville durable à la française. Et d'ailleurs, de ce fait, mon groupe y participe largement. Et que cette approche est caractérisée, je vais reprendre certains des éléments évoqués par M. Misika, se caractérise par trois signatures. D'abord, c'est une approche systémique, c'est-à-dire qu'il s'agit d'aborder l'ensemble des problématiques de la ville, que ce soit au niveau du bâtiment, de l'îlot ou de la ville dans sa globalité, et d'aborder donc l'ensemble, c'est-à-dire tout ce qui concerne l'énergie, les transports, la construction durable, et puis donc bien sûr tout autour des traitements de déchets et donc la gestion de notre environnement. Le deuxième point, parce que j'ai parlé de 3 points, le deuxième point, c'est la prise en compte là aussi du génie du territoire, c'est-à-dire qu'on ne construit pas, on ne pense pas une ville comme une autre. Il faut être attentif donc à toutes les spécificités de chaque ville, à ses spécificités géographiques, climatiques, mais aussi culturelles et sociales. C'est très important. Et enfin, il faut avoir en tête, puisqu'on travaille pour des citoyens, pour des utilisateurs de la ville, il faut avoir en tête que la question, c'est la primauté des usages. C'est-à-dire qu'il faut proposer toujours la juste technologie, pas se faire plaisir en proposant toujours quelque chose qui nous paraît, je dirais, valorisant pour le concepteur ou le constructeur, mais ce qui est important pour l'utilisateur, pour le citoyen. Et souvent, il faut se dire que les empilements de technologies fragilisent la ville, alors qu'en fait, je crois qu'il faut réfléchir à la durabilité et à la qualité dans la durée de ce que nous faisons. Alors, évoquons plus précisément donc, ce formidable projet que représente le Grand Paris, Monsieur Misika. Quelles sont les ambitions? Les ambitions sont très grandes. D'abord, il faut avoir à l'esprit que, d'un certain point de vue, nous sommes dans une logique de rattrapage. Le Grand Londres a été lancé d'un point de vue institutionnel il y a une quinzaine d'années. Le Grand Lyon, on ne parle pas de taille de métropole comparable, mais enfin le Grand Lyon, c'est un projet qui est porté par les élus lyonnais depuis pas mal de temps, et aujourd'hui ils sont arrivés à un degré d'intégration qui est tout à fait impressionnant, et pour des raisons historiques qui sont assez intéressantes à regarder brièvement d'ailleurs, qui est la vieille méfiance de l'État français à l'égard de Paris. On ne va pas remonter jusqu'à la Commune de Paris, mais enfin, il y avait de ça quand même. Il y a toujours eu une certaine réticence de la part de l'État à accepter une institution politique qui non seulement pèserait une dizaine de millions d'habitants, mais représenterait plus du tiers du PIB français. Et donc, il y a eu très peu d'initiatives jusqu'à ce que Bertrand Delanoë propose aux communes voisines de créer une institution qui s'appelait Paris Métropole. Puis le président Sarkozy a lancé la réflexion des grands architectes français et internationaux autour de la transformation du Grand Paris. Il y a eu également une initiative importante qui a consisté à penser le Grand Paris Express, c'est-à-dire ce réseau métropolitain qui va représenter une trentaine de milliards d'euros d'investissement d'ici 2030, et la création de 67 gares, si mes souvenirs sont bons, et qui va mettre chaque habitant de la métropole à moins de 2 km d'une gare
du réseau express. Donc toutes ces initiatives, si vous voulez, ont débouché sur un projet de loi, alors qui a été très très difficile à accoucher, mais il faut savoir que dans aucun pays du monde, une loi sur une grande métropole n'a été facile à mettre en œuvre. Et aujourd'hui, donc le 1er janvier 2016, eh bien, la métropole du Grand Paris, en tant qu'institution, va voir le jour. Et je pense que même si ce n'est pas l'institution de nos rêves, je pense qu'il n'y a aucun élu local qui vous dira que c'est exactement cette institution-là qu'il espérait, mais il y aura quand même une structure de gouvernance à l'échelle métropolitaine. Pour ceux qui connaissent, ça représente à peu près l'ancien département de la Seine, donc 6,5 millions d'habitants, des responsabilités dans le domaine du logement, dans le domaine de l'environnement, pas dans le domaine du transport, mais dans le domaine du développement économique, et donc la possibilité d'enclencher un processus, d'enclencher quelque chose qui mettra du temps à se mettre en route, mais qui sera fondamental, parce qu'aujourd'hui, la gouvernance politique des métropoles doit être à la taille du bassin économique, du bassin d'emploi, du bassin scientifique. Et aujourd'hui, le drame, si vous voulez, de la ville de Paris, c'est qu'elle pesait 2,3 millions d'habitants en tant qu'institution politique, mais que par contre, la métropole, c'est beaucoup plus grand et c'est une dizaine de millions d'habitants. Alors, on entend de ci, de là, des critiques, des gens qui disent « oui, mais on n'a pas mis sa clé dans la métropole, oui, mais l'aéroport Charles de Gaulle n'est pas dans la métropole ». Il n'y a jamais un dessin parfait de la métropole, jamais. Mais il faut commencer quelque part, et nous avons commencé quelque part. Alors, dites-nous, dans 20, 30 ans, à quoi ressemblera le Grand Paris ? C'est difficile de répondre à cette question, d'abord parce que dans 20 ou 30 ans, il y aura des... On vit une période de rupture technologique tout à fait considérable. Enfin, j'imagine que vous en avez largement débattu dans d'autres instances, mais nous vivons une période, la révolution numérique, la transition énergétique, l'épuisement des ressources naturelles, le réchauffement climatique, la pollution, la question de la gestion des ressources alimentaires. Tout cela fait qu'on est en train de changer de paradigme économique. Dans 20 ou 30 ans, c'est quand même très difficile de savoir exactement où en seront les villes d'un point de vue à la fois technologique et humain. Cependant, je pense qu'on doit se faire 3 réflexions. La première, c'est celle de la transformation urbaine. Vous l'avez dit dans votre introduction, nous vivons une période de métropolisation de la planète. On dit 50% de la population qui vit dans des villes depuis 2012, si mes souvenirs sont bons, 70% à l'horizon 2050. Il y a des chiffres qui donnent absolument le vertige. 250 millions de Chinois, d'ici 2030, vont migrer vers des villes qui n'existent pas encore. Des villes de plus d'1 million d'habitants qui n'existent pas encore. Donc, vous voyez, ce phénomène de métropolisation de la planète, c'est le grand phénomène du XXIe siècle. Et donc, à l'horizon 2030-2040, Paris sera une grande métropole, voire même une grande mégapole, ou alors deviendra une ville de seconde catégorie, si vous voulez. Et ce problème-là, il n'y a pas que Paris, là. Je pense que toutes les grandes métropoles africaines l'ont également. Il y a la question également de ce qu'on appelle la mégapole par rapport à la métropole. C'est-à-dire qu'une ville comme Shanghai, c'est plus de 30 millions d'habitants. Ce sera 40 millions d'ici quelques années. Que pèse une ville de 12 millions ou de 10 millions d'habitants comme Paris par rapport à une mégapole chinoise? Et certaines personnes disent, j'en fais partie d'ailleurs, que le triangle Paris-Londres-Amsterdam sera la grande mégapole de l'Europe. Et vous voyez bien que quand vous dites cela, la question de la langue devient complexe, parce qu'il y aura du trilinguisme, ou en tout cas du bilinguisme, à la clé de cette transformation. Mais il est vrai qu'aujourd'hui, vous avez des gens qui circulent entre Paris et Londres pour le boulot, comme d'autres prennent le RER. Et que donc il y a le rapprochement physique des capitales a des effets économiques. Donc, si vous voulez, là, vous avez 2 hypothèses pour décrire le Paris du futur. Une hypothèse où les efforts que nous faisons aujourd'hui ont réussi. Et là, vous avez un réseau de transport en commun surperformant. Vous avez une ville qui est devenue une ville intelligente et durable,
c'est-à-dire qui a fait la révolution des smart grids, des réseaux intelligents, qui a fait la révolution énergétique et qui est passé aux énergies renouvelables et aux énergies de récupération, qui a fait également sa révolution de l'économie circulaire et qui donc est capable de retraiter ses déchets, qui est capable de faire du bâtiment et des travaux publics avec des matériaux de récupération, qui a fait également une révolution que nous sommes en train de vivre en ce moment, qui est celle de l'éradication du diesel et de la piétonisation du centre-ville. Bref, toutes ces évolutions, toutes ces choses qui donnent l'impression aujourd'hui qu'elles secouent considérablement les habitudes des Parisiens, sont des conditions pour que nous soyons une grande métropole dans le futur. Et de ce point de vue-là, nous essayons, à notre modeste échelle, justement, de traiter simultanément l'ensemble de ces problèmes. Il y a un dernier sujet qui doit vous préoccuper également, mais qui, pour nous, est fondamental, qui est celui des réfugiés. Quand il y a une guerre civile quelque part dans la planète, les villes comme Londres ou Paris ressentent les effets indirects à travers le phénomène des réfugiés. Et ce phénomène-là, pour le moment, il est plutôt cantonné aux crises politiques, guerre civile ou autres. Mais on sait très bien qu'il y aura un phénomène de réfugiés climatiques. On sait très bien qu'il y aura des zones dans la planète qui deviendront invivables et qui feront que des gens fuiront ces zones invivables. On parle par exemple de 250 à 300 millions de réfugiés climatiques à l'horizon 2050. Et donc vous voyez bien que là aussi, ce que nous essayons de faire dans l'urgence aujourd'hui, qui est d'organiser en quelque sorte l'accueil des réfugiés, nous devrons mettre en place des dispositifs permanents, parce que de façon permanente, les grandes villes globales de la planète devront traiter des phénomènes de crise politique ou climatique qui se traduiront par des phénomènes de migration avec des réfugiés qui arriveront en nombre extrêmement important. Et c'est une réalité, ces dispositifs s'inscrivent réellement sur le long terme pour faire face justement à tous ces défis? Ah oui, nous n'avons pas le choix. Nous travaillons de la même façon que nous travaillons alors avec l'État et avec d'autres partenaires sur le réseau, le Grand Paris Express. Nous travaillons également sur la transition énergétique avec des groupes comme Eiffage et beaucoup d'autres. Nous travaillons sur le retraitement des déchets. Aujourd'hui, Paris retraite 20% de ces déchets, et nous espérons arriver à 80%. Nous voulons que les bus qui circulent à Paris fonctionnent au biogaz extrait des biodéchets produits par les Parisiens. C'est ça une ville frugale, c'est ça une ville vertueuse. C'est une ville qui est capable de consommer davantage de matières grises pour consommer moins de matières premières. Alors, une ville vertueuse, c'est aussi une ville capable de créer de la richesse, de la croissance, de l'emploi, du développement social. Quelle stratégie est-ce que vous développez ? Écoutez, nous, on a fait un choix très clair, très précis, très cohérent, je pense, et durable. Nous voulons faire de Paris un hub mondial de l'économie de l'innovation. Donc, nous avons investi des sommes assez considérables pour financer l'enseignement supérieur et la recherche, pour financer les dépôts de brevets, la création de start-up, les incubateurs, et même pour faire de Paris un espace, l'espace public consacré à l'expérimentation de produits ou de services innovants. Alors, il y a des choses qui sont très spectaculaires et très connues, comme Vélib, ou comme Autolib. Il y a des choses qui se savent moins. Aujourd'hui, dans une ville comme Paris, vous avez presque 200 expérimentations de produits ou services nouveaux qui sont en cours et qui sont déployés par notre agence de l'innovation et du développement économique qui s'appelle Paris & Co. Nous avons lancé des appels à projets innovants dans plein de domaines, dans la végétalisation innovante, dans le domaine de l'efficacité énergétique, dans la logistique urbaine durable. Vous savez qu'on vit une révolution logistique également. Et la jeunesse, l'emploi des jeunes? Vous savez, l'emploi des jeunes, il dépend largement de notre capacité à créer des emplois dans ces secteurs de la nouvelle économie. Quand je parle d'économie de l'innovation, il faut éviter un malentendu, parce que de temps en temps, je le vois ici ou là. L'économie de l'innovation, ce n'est pas une économie numérique.
c'est pas les biotech, c'est pas l'économie de l'innovation, ça concerne tous les secteurs des activités humaines. Vous pouvez avoir de l'innovation dans le commerce traditionnel, vous pouvez avoir de l'innovation dans le tourisme. On a créé par exemple un incubateur consacré au tourisme, on a créé un incubateur consacré à l'innovation dans le sport. Donc il faut se rendre compte que l'innovation, c'est un état d'esprit. Ce n'est pas un secteur d'activité humaine, on peut innover dans n'importe quel secteur. Si je prends le problème, par exemple l'exemple de l'agriculture urbaine, c'est extrêmement intéressant. Nous voyons aujourd'hui les grandes villes, pas seulement Paris, New York le fait, Chicago le fait, Amsterdam le fait, Montréal le fait, qui s'interrogent sur les circuits courts et la possibilité de produire des produits agricoles dans la ville elle-même, sur les toits notamment, mais aussi dans les sous-sols et quelques autres. Bien, très intéressant, on s'aperçoit que l'agriculture urbaine, les villes africaines, elles connaissent. Hein. Et donc, il y a des choses à apprendre du côté des pays émergents parce qu'elles ont cette pratique qui est dans leur tradition culturelle, et donc des méthodologies qui sont extrêmement intéressantes. Et qui sont les partenaires du projet Grand Paris ? Hormis Eiffage, évidemment, présent ici. Les partenaires, Est-ce que ce sont des partenaires francophones pour la plupart ? Je me tourne vers Eiffage. Est-ce qu'il n'y a que des partenaires francophones ? On va lui poser la question. Vous avez des partenaires germanophones. Par exemple, Siemens est un partenaire. Vous avez des partenaires anglophones. General Electric est un partenaire. Enfin, et vous savez que nous n'avons pas le droit de choisir les constructeurs, les fabricants du projet en fonction de leur identité et de leur nationalité. Bien évidemment, vous avez des très grands groupes en France qui sont des spécialistes soit de la construction d'infrastructures, soit de la propreté, soit de l'eau. Bon, vous avez Engie, vous avez EDF, vous avez Suez Environnement, vous avez Veolia, vous avez Bouygues. Donc vous avez un grand nombre de grands groupes français. Sur certains domaines, nous sommes leaders. Sur d'autres, nous sommes relativement en retard. Ça dépend vraiment des sujets. Mais c'est vrai que nous avons un petit avantage compétitif. Vous savez, en France, on a les inconvénients de nos avantages. Et j'appellerais inconvénient de nos avantages le fait que nous avons une économie administrée qui fonctionne relativement bien. C'est-à-dire quand on décide de faire le Grand Paris Express, bon, ça met un certain temps pour se tomber d'accord entre les différentes forces politiques, mais après ça, la machine administrative et économique se met en route et nous arrivons à faire quelque chose de véritablement substantiel. Pareil pour les constructions et les bâtiments, pareil pour les routes, pareil quand le projet que nous avons dans le domaine de la logistique embranché, comme on dit, c'est multimodal, soit le fleuve et la route, soit le réseau ferré et la route. Là aussi, ces projets, au bout d'un moment, le fait qu'il y ait une véritable infrastructure administrative, ça peut aider, même si c'est parfois un peu pesant et un peu trop réglementé et régulé. Monsieur Roche, quel regard, quel jugement vous portez sur ce projet du Grand Paris ? Un jugement bien sûr extrêmement positif, parce que, comme le disait tout à l'heure M. Missika, Paris avait pris beaucoup de retard dans les infrastructures, notamment de transport, et pour des groupes tels que le mien, avoir la possibilité aujourd'hui de contribuer, de réaliser à partir de, disons déjà, nous travaillons sur l'extension de la ligne 14, mais demain, je pense que nous répondrons aux appels d'offres sur la ligne 15 et sur l'extension des halls. Ça va générer une activité importante à un moment particulièrement en plus où, je dirais, nous rencontrons quelques difficultés disons, dans notre pays en matière d'investissement des collectivités. Donc pour nous, Paris, ça vient bien parce qu'on savait bien qu'il fallait faire quelque chose. Moi, je suis aussi, ça m'arrive, un usager des transports en commun et je peux constater, venant de ma banlieue, combien des fois c'est difficile. Donc j'apprécie beaucoup donc, la démarche d'aujourd'hui et en tant que constructeur, j'en suis doublement content. Et je pense que c'est une très belle démarche et nous sommes pleinement favorables et satisfaits de l'avoir mise en œuvre.
Et dans combien de projets Eiffage est impliqué aujourd'hui dans le cadre de ce Grand Paris? Ça commence, madame. Donc aujourd'hui, comme je disais, nous travaillons sur l'extension vers le nord de la ligne 14, mais nous sommes en train de répondre à des appels d'offres sur des projets importants tels que donc le prolongement du RER-E dans la ligne Éole vers la Défense et puis demain vers le pont de Bezons. Et bien entendu, nous serons présents, comme tous les autres groupes d'ailleurs, sur les grands appels d'offres de la future ligne 15 et puis les aménagements urbains également très importants qui vont être réalisés autour de toutes les gares, des 67 gares qui vont être réalisées dans le cadre du Grand Paris. Donc tout ça va donner de l'activité, va créer de l'emploi et va apporter, j'en suis convaincu, un vrai service aux habitants donc du Grand Paris. Et de votre point de vue, quels sont les principaux défis à relever pour faire de ce projet un véritable succès? Je vous donne mon avis personnel. Je pense que le projet de transport, de toute façon tout le monde le connaît, je crois il est parti. Le vrai enjeu pour moi, c'est tout ce qui va se passer autour des gares. Tout ce qu'on va être amené à faire, on peut réussir comme on peut, disons, pour parler un peu la langue de bois, moins bien réussir des aménagements autour des gares. Et c'est ça qui va être important, parce que je pense que dans les communes donc périphériques, notamment dans les communes de la partie, pour moi, de la partie donc, sud et est de la région parisienne, il y a d'énormes enjeux urbanistiques, il y a d'énormes enjeux de reconquête urbaine pour des populations souvent en difficulté. Et je pense qu'on a une occasion extraordinaire de réussir quelque chose d'important. Et en tout cas, moi, mon groupe, et moi personnellement, je veux m'y impliquer parce que je pense que nous devons, et nous avons le devoir, et en même temps l'ambition de réussir quelque chose d'important et de redonner de la vie à des zones qui ont été beaucoup souffert par la désindustrialisation et puis par on peut le dire comme ça, la paupérisation au fil des décennies. Alors Eiffage est présent également à l'international pour élargir un peu le débat, présent dans les régions de la francophonie sur la voie de l'émergence. Je pense particulièrement aux pays africains. Quels sont les défis à relever au niveau urbain dans ces pays? Alors, c'est complètement différent comme défi. Hein. Les villes d'Afrique particulièrement sont donc confrontés à des développements, une expansion galopante, hein, par rapport à Paris, qui est une ville maintenant mûre. Et ça doit donner des opportunités, c'est-à-dire que ce qu'il faut faire aujourd'hui dans ces villes, c'est gérer ce changement et bénéficier de toutes les erreurs ou toutes les réussites aussi qui ont été faites dans nos grandes villes européennes. En fait, l'Europe, aujourd'hui, elle a vécu une phase de transition, aujourd'hui, où on peut dire que nos villes ont atteint leur stade ultime. Nous travaillons pour améliorer la qualité, mais bon, en termes de développement géographique, on a atteint le stade, je pense, qui ne devrait plus beaucoup évoluer. En Afrique, c'est complètement différent. Nous sommes confrontés à un développement très important de la surface utilisée par les villes, et il faut réfléchir pour que ce développement se fasse au mieux aujourd'hui de la connaissance de ce qu'il faut faire, notamment en matière d'écologie urbaine. Et donc ne pas renouveler les erreurs qui ont été commises. Je pense particulièrement au fait de fabriquer des villes autour de l'utilisation des véhicules thermiques à partir d'un monocentre. Il faut créer des villes pluricentriques avec des moyens de transport variés permettant d'accéder aux différents centres et de les faire communiquer entre eux. Il faut également développer des technologies économes en énergie et permettant donc de la réutilisation. Je pense par exemple pour les villes donc des pays africains, des pays chauds, qui sont donc sur les zones côtières, l'utilisation donc de la thalassothermie pour refroidir plutôt qu'utiliser des systèmes de climatisation qui sont coûteux en énergie et qui en plus posent beaucoup de problèmes de recyclage après. Dernier exemple, vous avez donc M. Misika a évoqué donc l'agriculture urbaine. Nous avons, il se trouve que nous avons donc réalisé une autoroute à péage concédée à Dakar, autoroute aujourd'hui qui fait 25 km et qui est un succès et économique et je pense aussi social et écologique pour la ville. Et nous avons profité des surfaces, donc ce qu'on appelle les délaissés, c'est-à-dire les surfaces complémentaires
donc à la partie, donc à l'autoroute elle-même, pour donc faire de l'agriculture urbaine et pour faire donc laisser à disposition donc des riverains donc des zones pour créer des potagers, de l'agriculture, et ça marche très bien. Et plus généralement, je pense que dans les grandes infrastructures qu'il va falloir réaliser dans ces villes, parce qu'il faudra bien les faire communiquer à l'intérieur d'elles-mêmes, mais aussi à l'extérieur. Et il y a beaucoup de réflexions à avoir pour utiliser tout l'espace donc, qui est nécessaire à ces grandes infrastructures de transport pour faire autre chose. C'est la co-utilisation de l'espace nécessité par donc, les infrastructures. Et l'exemple de l'utilisation pour faire de l'agriculture, mais on peut aussi utiliser donc, des surfaces complémentaires d'une autoroute pour fabriquer de l'énergie avec des panneaux solaires, voire des éoliennes. Enfin, tous ces sujets-là sont sur la table, puisque nous travaillons pour beaucoup de villes aujourd'hui, nous partons d'une feuille blanche pour les développer, et je pense que c'est l'occasion unique et l'occasion que nous avons, nous, les concepteurs et les aménageurs de ces villes futures, de réfléchir à ça. Oui, pour aller dans le même ordre de réflexion, les villes africaines, elles ont, d'un certain point de vue, une sorte d'avantage compétitif par rapport à une ville comme Paris ou aux villes européennes. C'est que, comme on l'a vu, nous vivons cette période de mutation technologique radicale, et elles n'ont pas des infrastructures, elles ont relativement peu d'infrastructures à faire muter, parce que justement, elles manquent d'infrastructures, et puis elles ont une vitesse de croissance démographique qui est largement supérieure à celle des villes européennes. Je prends un seul exemple qui est très connu, c'est celui de la téléphonie, où on voit que le réseau de téléphonie mobile se substitue en Europe à un réseau de téléphonie fixe, mais souvent en Afrique, c'est le réseau de téléphonie unique. Et l'Internet mobile haut débit devient en quelque sorte une alternative à l'Internet au débit fixe. Mais c'est vrai aussi pour l'énergie, parce que c'est vrai que les énergies renouvelables peuvent être déployées de façon beaucoup plus systématique dans les grandes villes africaines que dans les villes européennes. A priori, une ville comme Paris, qui manque un peu de soleil. Et puis, mais également tout ce qui relève effectivement pour les villes côtières de l'énergie marémotrice, ou effectivement des systèmes de refroidissement qui sont des systèmes de refroidissement des réseaux de froid. Il y a des procédés révolutionnaires dans le domaine, par exemple, de la géothermie, qui peuvent être aussi intéressants. Je pense que, alors je sais bien que c'est un de vos concurrents, c'est Bouygues, qui a sorti un bitume qui est aussi solaire, donc qui récupère de l'énergie. Mais enfin, j'imagine que vous allez regarder ça de très très près. Je pense qu'aujourd'hui, il y a au niveau des infrastructures la possibilité pour les grandes villes des pays émergents de construire en quelque sorte ce modèle de ville intelligente et durable de façon, d'un certain point de vue, un peu plus simple que pour les villes européennes, et effectivement d'éviter de commettre des erreurs qui ont déjà été commises par une ville comme Pékin. Je ne sais pas si vous avez vu les dernières images des encombrements d'une ville comme Pékin, mais c'est proprement stupéfiant de voir toutes ces voitures. Alors naturellement, on voit bien qu'il y a là la volonté de gens qui sont en train d'acquérir un certain statut, d'avoir une automobile. Là, peut-être qu'il y a un travail pédagogique à faire pour expliquer que ce n'est pas du tout la solution, et que la solution des grandes villes du futur ne passe pas par l'automobile. Mais il y a la possibilité, en quelque sorte, d'inventer ce nouveau modèle de ville durable. Et de ce point de vue-là, il peut y avoir une coopération forte entre, alors là je parle au niveau des villes, mais c'est vrai aussi pour les pays, entre une ville comme Paris et des grandes villes africaines, sur la façon de construire ce modèle. Alors, puisqu'on est au cœur de l'actualité, dans quelques semaines se déroulera à Paris la COP21, vous parlez de villes durables. Les métropoles, moteurs de croissance, moteurs de développement social, d'emploi, moteur écologique aussi, c'est possible, c'est un rêve possible? Non, d'ailleurs les deux sont liés. Je pense que la transition énergétique et la transition écologique est un moteur de croissance. Il ne faut surtout pas opposer aujourd'hui la volonté écologique et la croissance économique. Si vous dites, vous prenez le cas parisien est tout à fait symbolique de ce point de vue-là. Aujourd'hui,
96 ou 97% de notre énergie est une énergie importée et une énergie fossile au sens large du terme. Ça comprend aussi de l'électricité nucléaire. Donc il est clair que la transition énergétique est un formidable moteur de croissance. La transition numérique est un formidable moteur de croissance. La création d'emplois se fera principalement dans ces secteurs-là. Je regardais récemment une étude qui essayait de comprendre pourquoi les grandes métropoles avaient une dynamique de l'emploi supérieure aux autres. C'est tout simplement, alors même qu'elles subissent une désindustrialisation souvent supérieure à celle des autres villes. Paris a connu un processus de désindustrialisation tout à fait spectaculaire, mais c'est tout simplement parce que la machine à créer de l'emploi dans les secteurs émergents, dans les secteurs de l'économie numérique, dans l'économie de l'innovation et l'économie de la connaissance, fonctionne à plein régime et compense en quelque sorte les destructions d'emplois dans les industries en déclin. Donc la COP21, si elle réussit, fixera des objectifs qui seront des objectifs créateurs d'emplois, créateurs de richesses, créateurs de croissance. Avec un impact spécifique sur les villes, puisque c'est difficile de concilier les problématiques environnementales avec une forte croissance urbaine, c'est très difficile. Non, je ne dirais pas ça. Alors oui, vous avez raison sur le fait que les métropoles sont les pires pollueurs de la planète. Si jamais on regarde l'empreinte carbone, l'empreinte alimentaire ou l'empreinte écologique générale des grandes métropoles, effectivement, c'est elles qui polluent le plus parce que c'est là qu'il y a la concentration d'automobiles, c'est là qu'il y a parfois des industries polluantes, et puis le chauffage qui est un grand facteur de pollution, le BTP, grand facteur de pollution. Donc grosso modo, vous avez un phénomène assez sérieux, mais en même temps, c'est là que s'invente justement la ville du futur. C'est là que vous avez la possibilité d'avoir des chercheurs, des créateurs de start-up, une expérimentation et l'invention des nouvelles technologies, des nouvelles façons de procéder. L'économie circulaire, par exemple, l'économie circulaire, c'est dans les grandes villes qu'elle va avoir le plus d'impact, parce que c'est dans les grandes villes qu'il y a la diversité d'activités permettant justement que le déchet de l'un soit la ressource de l'autre. Donc oui, effectivement, aujourd'hui, c'est dans les métropoles que va se jouer la réussite ou l'échec des objectifs de la COP21. Monsieur Roche, vous partagez cette vision idyllique ? Non, c'est pas idyllique, et franchement, je ne vois pas ce que je pourrais ajouter à ce que vient de dire M. Misika, qui a parfaitement exposé la problématique. Hein. Et c'est évident que la recherche d'une meilleure performance énergétique et d'une réduction donc, des consommations et des émissions va générer de l'emploi, va générer de l'emploi en plus de haut niveau, intelligent, et j'en veux pour exemple, donc nous nous sommes lancés dans un travail sur la fabrication de modèles, donc de modèles numériques de ville pour bien comprendre justement comment fonctionne une ville et aider les élus et les décideurs à concevoir. Et ce travail, quand on le fait bien, montre tout ce que l'on peut faire et tout ce que l'on peut apporter à une ville pour participer, enfin pour vivre donc dans un monde avec émissions de carbone réduites, avec consommation d'énergie, avec donc économie circulaire. Et c'est énorme les choses qu'il faut faire. Donc les emplois que ça crée et je dirais la mobilisation d'intelligence que ça va demander à tous les niveaux dans les métiers que je connais, hein, depuis les concepteurs jusqu'aux entreprises d'exécution ou nos sous-traitants. Donc c'est pas idyllique, c'est une réalité. Alors, on va conclure dans un instant, mais je voudrais vous poser une question, puisque vous avez évoqué tout à l'heure les villes intelligentes. Dans un contexte mondialisé, tout va très très vite. Alors, comment faire justement pour faire en sorte que les métropoles francophones soient plus connectées, plus interactives, plus intelligentes ? D'abord, je dirais qu'il faut qu'elles travaillent ensemble. C'est-à-dire que je pense que la francophonie, le lien que représente la langue commune, la langue partagée, c'est un facilitateur, ça permet justement de créer le réseau. Je vais vous donner un exemple. Vous savez qu'il se passe en ce moment une révolution
copernicienne dans le monde universitaire qu'on appelle les MOOC, les Massive Open Courses, qui permettent d'enseigner à distance et de diplômer à distance. Là, la bataille linguistique est une bataille essentielle. C'est-à-dire que soit nous sommes capables d'avoir un réseau d'enseignement de ce type en langue française, avec l'ensemble des partenaires suisses, belges, canadiens, africains, etc., soit il y aura une sorte d'hégémonie anglophone qui sera vraiment préjudiciable, y compris d'ailleurs à la diversité de l'enseignement et des points de vue. Et de la même façon, sur la ville intelligente, aujourd'hui, il y a des modèles clés en main qui sont portés par des grandes institutions ou des grandes entreprises anglo-saxonnes. Je pense que nous devons être capables de construire des choses peut-être un peu plus bricolées, un peu plus proches du génie de notre langue, et qui nous permettent justement de proposer, de créer de la diversité. Il faut faire attention à l'uniformisation que représente un concept de smart city qui serait beaucoup trop techniciste. L'intelligence d'une ville, c'est l'intelligence de ses habitants. Et créer un réseau de villes intelligentes, ça consiste à faire en sorte que les habitants de ces différentes villes puissent dialoguer ensemble, s'échanger leurs bonnes pratiques et faire en sorte que parce qu'une ville est intelligente par construction, elle a toujours été intelligente. Pourquoi est-ce qu'on parle de smart city aujourd'hui? Parce qu'on pense que les outils numériques notamment permettent de faire en sorte que des centaines de milliers de personnes puissent collaborer de façon efficace à des projets communs. C'est ça, en fait, la grande révolution de la démocratie participative. Nous avons lancé aujourd'hui, à la ville de Paris, un budget participatif qui permet aux Parisiens de choisir, d'orienter 70 millions d'euros d'investissement par an, c'est-à-dire près d'un demi-milliard sur la mandature. Pourquoi est-ce qu'il est possible de faire cela? C'est parce que les plateformes collaboratives sur le web le permettent. Donc les outils numériques sont un puissant adjuvant à la capacité que nous aurons de faire travailler les habitants et de faire co-construire, co-créer la ville par les habitants et les gouvernants de ces villes. Et de ce point de vue-là, la ville intelligente, ça peut être, la ville intelligente francophone, si j'ose dire, ça pourrait être quelque chose de partagé entre toutes les grandes métropoles francophones. Monsieur Roche, oui, bien sûr. Sur l'enjeu des smart cities. Je rajouterais une chose, c'est que par définition, les villes francophones partagent une même culture administrative et de gouvernance, pour beaucoup, créée donc par l'histoire. Et la France, il y a longtemps, a inventé la concession et le partenariat public-privé, cette forme de partenariat et de travail en commun entre le public et le privé, qui est une spécificité française, on l'oublie souvent. Et je pense que avec la puissance des outils numériques, avec la capacité de se connecter en temps réel, il y a énormément de choses qu'on peut faire ensemble parce que nous partageons effectivement le même terreau culturel et la même compréhension des problèmes politiques et des problèmes de gestion de la cité. Et ceci fonctionne dans les deux sens, parce que je voudrais juste citer là un petit exemple, c'est que je reviens toujours à mon autoroute de Dakar. En fait, nous avons sur cette autoroute, avec nos équipes sénégalaises, développé des systèmes de maintenance prédictive des équipements. Eh bien, ces systèmes, en fait, nous allons les importer en France parce qu'en fait, ils se révèlent tellement pertinents que, en fait, nos équipes d'APRR en France les réclament pour gérer leur propre système. Donc, ça fonctionne dans les deux sens et c'est permis par à la fois donc, la technologie, mais il n'y a pas, comme disait M. Misika, que la technologie, mais aussi la communauté culturelle et la communauté d'approche des problèmes de gouvernance et des problèmes de gestion de la cité. Voilà, donc on me signale qu'on a explosé les temps. Peut-être en une phrase, peut-être une proposition, une action concrète justement pour faire en sorte que ces métropoles deviennent des moteurs de croissance, d'emploi, et de développement social et de développement durable aussi. Bon, écoutez, une initiative de la ville de Paris, initiée par Anne Hidalgo, c'est l'idée d'avoir entre les incubateurs des villes africaines et les incubateurs parisiens des échanges de start-up, faire en sorte que les start-up africaines puissent venir
je dirais, tâter le marché européen en étant accueillis correctement à tout point de vue, c'est-à-dire visa, locaux, voire même logement, dans les incubateurs de la ville de Paris. Et nous avons un grand événement qui s'appelle le Hacking de l'Hôtel de Ville, qui a lieu en mars. Et là, nous allons avoir un événement dans lequel les startups africaines seront particulièrement à l'honneur. Très bien. Monsieur Roche. Eh bien, nous avons développé, avec l'appui des pouvoirs publics français, donc un générateur numérique de villes que nous avons donc testé avec succès, je crois, en tout cas la satisfaction de la ville d'Astana au Kazakhstan. Et notre ambition, et nous commençons à le faire, nous avons des discussions avec certaines villes d'Afrique, de l'utiliser pour les aider justement à concevoir cette ville économe en énergie, cette ville moderne, cette ville connectée qui serait le succès du développement économique et de la satisfaction des populations locales. Merci beaucoup, messieurs. Merci à vous. Tout de suite, vous retrouvez Patrick Simonin qui va nous rejoindre. Désolé pour ce temps.